Le président Abdoulaye Wade a toujours incarné en 2 décennies un visage moderne, un visage différent de la politique en Afrique. Dans une première décennie, celle de l'opposant, on l'a vu discuter, négocier, participer à la gestion du pouvoir. Au pouvoir, il y arrive en l'an 2000, sur la base du SOPI, le changement. Il met en pratique une vision d'un État moderne, doté d'infrastructures de référence. Mais au bout de 2 mandats, tout le monde en convient pour dire que s'il est doté d'un bilan extrêmement positif, certains souhaitent ne pas le voir conduire une nouvelle fois les destinées du Sénégal. Lui, il se présente pour un 3e mandat. Le président Abdoulaye Wade est notre invité. Monsieur le Président, première question, que comptez-vous apporter de différent au Sénégal dans le cadre d'un nouveau mandat? Merci. Vous savez que je présentais mon discours de vœux de Nouvel An à la nation, le message, comme cela se fait traditionnellement, et j'ai dit, je ne fais pas de bilan. Je vous parle de l'avenir. Je vous parle de ce que je ferai si vous me reconduisez dans mes fonctions. Eh bien, pour cela, je dois vous dire que j'ai beaucoup de choses. D'abord, il faut que je termine tous les projets que j'ai déjà engagés, dont certains sont vers l'achèvement. Il faut que les projets dont j'ai déjà le financement et qui n'ont pas encore commencé, il faut que je les entame. Ce que je vais faire de plus que ce que j'ai fait au Sénégal, c'est la continuation de ce que j'ai fait, c'est-à-dire créer un État moderne et contribuer à créer un Sénégalais moderne. En 2000, le taux d'alphabétisation au Sénégal était d'à peu près 50%, un peu plus. Aujourd'hui, nous sommes à 97% de taux de scolarisation. Et si j'y ajoute les élèves de l'école coranique, qui sont aussi très nombreux, qui sont près du million, mais qui n'étaient pas comptés dans le nombre des alphabétisés, eh bien, c'est un taux extraordinaire d'alphabétisation que nous atteignons, parce que maintenant, on enseigne à l'école coranique non seulement le Coran et l'arabe, mais l'anglais, le français, et on apprend aux enfants un métier, ce qui a toujours manqué. C'est ce que nous appelons les daras modernes. Et aujourd'hui, après avoir choisi de dépenser 40% du budget du Sénégal dans l'éducation et la formation, ce qui est une véritable aventure, parce que la moyenne de l'Afrique, c'est 13%, eh bien, je suis satisfait de constater qu'en 10 ans, 12 ans, le Sénégal a produit énormément de masters, nous avions le master, des doctorants et d'autres qui sortent comme professeurs des plus grandes écoles. J'ai fait ce pari, et c'est une vision d'économiste. Contrairement à ceux qui considèrent que la bourse c'est de la consommation, etc. Non, pour moi c'est un investissement. Et vous savez, il n'y a pas plus opposé à Lénine que moi, libéral que je suis, mais il avait raison de dire que l'homme est le capital le plus précieux du monde. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas résoudre les problèmes de santé sans innovation. Ce n'est pas une question d'argent. Et là-dessus, nous avons lancé une grande initiative fondée sur la sociologie du peuple sénégalais. Dans chaque quartier, nous recrutons une femme qui polarise les autres femmes. Dans notre tradition, c'est comme ça, Badianougor, et nous lui donnons un portable et nous lui assignons la mission de surveiller les femmes enceintes et quand elles ont des difficultés, de les amener au dispensaire ou d'après le médecin. Mais certains interprètent ça comme une défaillance du système de santé. La santé, ça absorbe beaucoup d'argent. Et on n'a jamais compris que attendre le malade pour le soigner, ce qu'on appelle la politique de la cure, statistiquement, disent certains spécialistes, c'est absurde. Parce que autant vous en guérissez qui sortent des hôpitaux, autant il en entre à cause de la population qui augmente, à cause de la mobilité de la population et à cause de notre mode de vie. Donc, il faut porter l'accent plutôt sur la prévention. Monsieur le Président, vous avez parlé d'entrée, de l'éducation, ensuite de la santé, mais pour tout Africain qui a l'habitude de voir nos pays se développer, quand on vient au Sénégal, on est étonné, surpris par la qualité des infrastructures. Mais absolument, vous savez, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, dans cet équilibre, dans cette recherche d'équilibre, d'avoir trop mis l'accent
sur les infrastructures au détriment du Sénégalais moyen qui souffre. Vous savez, s'il faut construire une maison, mais moi je conseille qu'il faut faire des fondations pour que la maison puisse durer 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Moi je suis pour les routes qui durent très longtemps comme en Europe. Pourquoi en Europe on ne voit pas les gens réparer les routes tous les jours? C'est ce que je dis aux bailleurs de fonds. Et la première fois quand je suis arrivé ici, j'ai reçu le directeur de l'Agence française de développement et je lui ai dit, écoutez monsieur, nous remercions la France vraiment de contribuer à notre développement, mais moi je veux dire, il faut me faire de très bonnes routes, comme en Europe, si vous ne pouvez pas passer chez le voisin. Pourquoi? Parce que, autrement, nous passons notre temps à réparer des routes qui ne sont jamais au point. En 5 ans, on dépensait ici le coût de la route. Alors que la route de très bonne qualité, coûte 1,7 fois le prix de la route qu'on appelle l'enrobée dense. Alors, autant faire de très bonnes routes, comme ça on n'a pas à y revenir. Et c'est ce que j'ai fait à Dakar. Eh bien, le NEPAD a posé comme base du développement les infrastructures. Sans les infrastructures, le producteur même ne peut pas aller au marché pour vendre ses produits. Et vous savez, moi j'ai toujours pensé, je suis quand même professeur d'économie, que le développement ne peut pas se faire de manière équilibrée. Ça n'existe pas. Au contraire, il faut faire un développement déséquilibré, c'est-à-dire on insiste sur un secteur, on le renforce, et une fois qu'il est solide, on passe à un autre secteur. Le Sénégal n'est pas doté de ressources importantes en termes de matières premières, de pétrole, d'hydrocarbures. Comment avez-vous fait pour attirer tous ces capitaux dans votre pays et quelle est la contrepartie pour le Sénégalais? Est-ce que le Sénégalais est endetté pour les... Non, mais attendez, comment est-ce que vous avez fait? Pas du tout, pas du tout. Le Sénégal n'est pas plus endetté qu'un autre pays d'Afrique. Et c'est là le problème, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de l'homme. Moi, je suis un innovateur et je pousse les Sénégalais à innover, c'est-à-dire à créer. Parce que si nous nous mettons à copier l'Europe, même si nous sommes d'excellents copistes, on ne rattrapera jamais l'écart. Nous ne pouvons faire des bons que si nous innovons, comme le Badianougor dont je vous ai parlé tout à l'heure, et comme dans ce que nous faisons dans beaucoup d'autres domaines. Mais comment vous les financez? Vous savez, comme j'ai réussi avec Abdou Diouf, je dis bien avec Abdou Diouf, je ne l'ai pas fait tout seul, à installer au Sénégal une véritable démocratie. Une alternance démocratique qui a été citée et saluée par tout le monde. Un pays, il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas de prisonniers journalistes prisonniers, malgré des écarts regrettables. On a réussi à créer une atmosphère de paix et une atmosphère de travail qui fait confiance justement aux investisseurs. Je crois que c'était au mois de juin dernier, nous avions à faire un emprunt de 500 millions de dollars. C'est tout ce qu'on voulait pour terminer un programme d'infrastructure. Eh bien, l'offre sur le marché a été de 2 milliards de dollars. Supérieur, et des gens sont venus nous courir après pour dire non, il faut qu'on prête au Sénégal. Donc, quand même, je vous ai dit, je suis économiste et je crois que je suis bon économiste parce que c'est l'atmosphère de confiance et de sérieux qui attire les capitalistes. Nous avons beaucoup de critiques de notre opposition, mais c'est normal que l'opposition ne soit jamais satisfaite, sauf que M. Tanordien, qui est quand même un républicain, a dit récemment, on ne peut pas dire que Wade n'a pas fait quelque chose, mais d'autres disent non, non, il n'a rien fait. Un point certain, je suis au Sénégal, j'ai un peu fait le tour, j'écoute, beaucoup de gens, même vos opposants, sont quelque part extrêmement élogieux pour certains sur votre bilan. Mais on en arrive au point où ils disent, on ne veut pas un troisième mandat du président. Mais ils ont le droit de ne pas vouloir. Moi et mes partisans, nous avons le droit de vouloir. L'arbitre, c'est le peuple. Ce que le peuple a dit, si le peuple me remercie aujourd'hui, je vous assure, je partirai heureux, je le regretterai, parce que j'ai encore beaucoup de choses à porter, mais vous savez, je ne m'en ferai pas plus. Hein. L'essence même du SOPI, c'était une vague de jeunes qui l'avait emporté. Aujourd'hui, on a constaté un véritable clivage entre des jeunes qui vous soutiennent, qui sont très nombreux, mais tout aussi nombreux qui ont adhéré à l'idée de ce changement. Quand on est un homme politique et qu'on écoute ce type de message, quelles leçons on en tire, même si vous vous présentez? Je vais vous le dire. Les jeunes se souviennent que c'est grâce à moi qu'ils votent à 18 ans, avant c'était à 21 ans. C'est mon parti qui avait à l'époque présenté
un amendement au Parlement pour abaisser l'âge électoral. Alors, le phénomène aujourd'hui qu'on constate, c'est que les jeunes qui m'avaient soutenu à l'époque, qui avaient fait cette manifestation pendant 70 jours pour me faire libérer lorsque les socialistes me mettaient en prison, ces jeunes-là, ils sont maintenant autour de moi comme ministres ou comme ayant d'autres responsabilités. Ils sont dans l'appareil du pouvoir. Maintenant est venue une nouvelle vague d'étudiants qui ont terminé les études il n'y a pas très longtemps. Comme vous le savez, au Sénégal, tout Sénégalais, tout jeune qui a le baccalauréat, qui entre à l'université, il a automatiquement une bourse. Donc les étudiants se rendent compte, ces étudiants-là, que quand même c'est différent par rapport au passé. Dans le passé, on accordait des bourses, je ne dis pas que c'est la première fois qu'on le fait, mais c'était plutôt les gens dont les parents étaient bien placés qui pouvaient en bénéficier. On voyait des ministres demander obtenir des bourses pour leurs enfants, alors que les paysans ne pouvaient pas. Donc, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des fils de paysans qui viennent de la bourse, qui sont boursiers et qui ont parmi les diplômes les plus élevés. Alors, donc, j'ai lancé cet appel aux jeunes, et aujourd'hui, vous savez, c'est ce qu'on appelait à l'époque les teenagers, c'est-à-dire les jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, donc l'âge de voter, qui sont mes plus fervents soutiens. Moi-même, ça m'a surpris. Et ils viennent, je les reçois ici, je leur dis, mais attendez, qu'est-ce qui fait que vous me soutenez? Alors ils me disent, non, vous savez, nous, on n'a pas connu, on a connu très peu l'ancien régime socialiste, mais nous nous rendons compte que vous avez construit un Sénégal beau et bien. Juste en un mot, pour vous, vous n'êtes pas déconnecté de la réalité des Sénégalais. Oh, je suis loin de connaître, trop loin de ça. Le président Wade a-t-il une vision dans son troisième mandat? Oui, il affirme. Quels sont les défis qu'il va affronter? Il y a eu la crise énergétique, il y a eu ce défi du troisième mandat d'une modernisation de l'État du Sénégal. Il y a aussi ce défi de faire du Sénégal un pays émergent dans tous ses secteurs clés. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Dans ce continent, lors de son avènement au pouvoir, il a incarné le visage de l'alternance démocratique par les urnes. En se présentant pour un troisième mandat, une large partie de l'opinion sénégalaise le soutient, une autre partie conteste cette candidature. Les plus critiques l'accusant de fragiliser le socle démocratique du Sénégal, vitrine d'un continent, qu'il a érigé en modèle sur non seulement l'ensemble de ce continent africain, mais aussi dans le monde avec cette fameuse alternance démocratique. Monsieur le Président, comment vous acceptez ces accusations et quelle est votre vision aujourd'hui de la scène politique sénégalaise? Bon, je voudrais vous dire qu'il est normal que l'opposition essaie d'arriver à ses fins. C'est normal, c'est la logique même de la démocratie. Savez-vous que la Constitution actuelle contient des dispositions que j'ai rédigées de ma main, que vous retrouvez d'ailleurs dans mes écrits antérieurs, notamment l'institution d'un leader de l'opposition, qui devrait, à mon avis, être l'interlocuteur du chef de l'État, l'interlocuteur privilégié pour dialoguer, soulever des problèmes, comme je le faisais avec Senghor, mais sans le texte. Moi, je l'ai introduit dans la Constitution. Pourquoi ça n'a pas marché? Attendez, vous avez un chapitre du gouvernement. Le chapitre suivant, c'est de l'opposition. Je me suis inspiré du modèle canadien. C'est ça que je voulais faire. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que mon opposition n'en a pas voulu, en disant, oui, ils vont nous enfermer dans un système de dialogue. Il ne faut pas avoir peur du dialogue. Moi-même, j'étais plusieurs fois dans le gouvernement de Diouf. Ça ne m'a pas empêché de devenir aujourd'hui président de la République. Mais l'opposition n'en a pas voulu. Mais après les prochaines élections, je l'instituerai. Donc ça veut dire que vous êtes sûr de passer? Non, évident. Je crève les yeux. Est-ce que vous pensez que vous serez passé au premier tour ou au second tour? Non, mais je passe au premier tour, c'est évident. Je vous ai dit que c'est évident. Les deux candidats de Benno, qui n'ont jamais réussi. Vous voulez parler de Moustapha Niasse et de Talendien? Ils ont essayé de se raccorder, ça n'a jamais marché. Et dans cette journée, Ce n'est pas dangereux, ça, pour la politique sénégalaise? Non, pas du tout. Donc, ces deux-là,
n'était pas tout à fait d'accord. Qui était le chef de l'opposition? Pour moi, c'était l'opposition parlementaire, c'est-à-dire c'était Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse. Mais le PS ne l'entend pas ainsi, de sorte que nous avons été bloqués. Mais les prochaines élections vont dégager l'alignement des partis politiques selon les résultats. Alors, on a toujours dit que pour être au pouvoir, régner avec un certain temps, il faut pratiquement avoir un côté machiavélique. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, que quand on regarde cette opposition, on la voit divisée en 3 branches? D'abord, une branche de ceux qui ont été vos propres collaborateurs proches, qui est inédit. Je veux parler de 3 anciens premiers ministres, Moustapha Niasse, Macky Sall, Idrissa Seck, voire dans un degré moindre, Cheikh Tidiane Gadio, qui a été votre ministre des Affaires étrangères. On voit une opposition idéologique, composé de Ousmane Tanor Dieng, des membres du Parti Socialiste ou des socialistes centraux comme M. Dias. Et ensuite, on voit un mouvement de la société civile entraîné par le mouvement du 23 juin. Maintenant, comment on explique? Non, vous oubliez quelque chose. Vous savez, dans cette opposition, il y a les anciens marxistes. Maintenant que le marxisme n'est plus de mode, ils se sont convertis en partis invertébrés. Est-ce qu'il y a une idéologie? Aujourd'hui, ce qui les unit, c'est contre Wade. Est-ce qu'on peut avoir été marxiste et ne plus l'être? Non. Le monde n'est plus au marxisme. Il ne peut plus se réclamer du marxisme. Donc les derniers sont au Sénégal. C'est une question d'idéologie dans la tête. Et dans la tête et dans la façon d'appréhender les problèmes. Si on peut utiliser des moyens légaux pour déstabiliser un pouvoir, ça me paraît tout à fait normal. Ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas honnête que de dire à quelqu'un ne vous présentez pas. Si la Constitution lui permet de se présenter. Alors ils ont utilisé contre moi des moyens, toutes les possibilités. Je peux citer 4 thèmes. Hein. On a utilisé le thème de la succession monarchique, on a utilisé le terme de on a fait des pressions au Parlement. On a fait des manifestations. On a évoqué la parole, parce qu'il paraît qu'un jour, en 2007, j'aurais... Vous avez promis que c'était votre dernier mandat. Non, mais attendez, je trouve que ce sont des arguments qui sont complètement ridicules. Alors, et ils ont utilisé les pressions de la rue, pour me persuader de ne pas me présenter. Ils sont allés aux États-Unis, et ils se sont adressés à des parlementaires, dont certains de mes amis en leur disant: mais votre ami va, il va à la catastrophe, je lui demande de ne pas se présenter parce que ça va brûler au Sénégal, etc. Et ces amis, en toute bonne foi, m'ont écrit, parce qu'ils ne connaissent pas le Sénégal. Et le Sénégal ne brûlera pas du tout. Cela fait au moins 3 ou 4 fois qu'ils ont dit depuis quelque temps, tel jour, par exemple, le Congrès du Parti ne se tiendrait pas. On n'a pas entendu une mouche voler. Maintenant, ils disent que à l'ouverture de la campagne électorale, etc., ou le jour du scrutin, et certains, maintenant sachant que ce sont des vœux pieux, disent que ce sera le jour de ma prestation de serment. Au moins, ils admettent par là que je serai réélu. Vous parlez de mes anciens premiers ministres. Mais un premier ministre, j'ai l'habitude de dire, c'est un invité à une table. Même si on lui donne la meilleure place, il faut qu'il sache se tenir. Vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un qui vous invite et puis vous voulez le bousculer pour prendre la meilleure place et les meilleurs morceaux. C'est indécent. On ne vous laisse pas faire. Et c'est ce qui est arrivé. Moustapha Niasse, qui a été mon compagnon, parce que lui avait son contentieux, il n'est pas venu seulement pour me soutenir. Il avait son contentieux avec Abdou Diouf. Avec le Parti Socialiste. Parce que Senghor a préféré Abdou Diouf à Moustapha. Il avait un contentieux. Bon, j'en ai profité, nous avons fait alliance. Nous sommes allés ensemble aux élections et nous avons gagné. Bon, je l'ai nommé Premier ministre. Mais lui se mettait dans la tête que j'allais lui donner le pouvoir. Et il l'a dit. Lorsque, une fois, j'ai dit que quand il y avait des exactions contre les Burkinabés en Côte d'Ivoire, moi je ne dis jamais rien au hasard. J'ai fait exprès pour choquer Gbagbo. J'ai dit aujourd'hui, le Burkinabé se sent mieux à Paris qu'Abidjan. Que fait Moustapha Niasse? Il va avoir son ami Gbagbo et il dit: vous savez, Wade, il n'est pas là pour très longtemps, il faut pardonner. C'est un incendiaire, moi je suis le pompier. Est-ce que ça se dit d'un président ça? Il a débarqué de l'avion, je l'ai viré, passez-moi le terme. Je crois qu'aucun président n'aurait accepté de tels propos. Entre deux autres, vous savez, je ne vais pas tellement insister. Que ce soit Idrissa Seck ou Macky Sall. Non, c'est-à-dire que Idrissa Seck, je l'ai pris quand il venait d'avoir son bac. Je l'ai payé ses études. Avec Ousmane Gom, tous les deux, comme par hasard,
j'ai loué un appartement à Paris, ils ont fait tous les deux toutes leurs études, sont revenus avec moi ici. Je l'ai nommé directeur de campagne, il a été très brillant. L'ambassadeur des États-Unis, Lannon Walker, à l'époque, vient me voir et il me dit « Mais votre jeune là, vraiment il est brillant, nous vous demandons de nous le laisser, on va l'amener aux États-Unis pour lui donner une formation. » C'est ainsi que j'ai dit d'accord. Ils l'ont amené dans une université où il a eu une formation assez rapide, ce qui l'a amené à bien parler l'anglais et l'américain. Et il est revenu dans une société américaine, Pricewaterhouse, et puis je l'ai pris dans mon gouvernement. J'ai avancé jusqu'au jour où je lui fais confiance pour lui confier le gouvernement. Ce qu'il y avait de particulier chez lui, c'est que je le considérais comme mon fils. C'est lui qui gérait l'argent, moi je ne gère jamais l'argent. C'est lui qui gérait le gouvernement, qui nommait et dégommait, comme on dit. Tout le monde le sait. Mais j'étais par la suite très déçu et ce qui fait, j'étais amené à me séparer de lui. Il a le droit, c'est pas parce qu'il a été avec moi que j'ai fait beaucoup de choses pour lui, il a parfaitement le droit de briguer la présidence. C'est la même chose pour Macky Sall, qui est venu, il était en deuxième année de géologie, donc jeune étudiant, etc., etc. Mais je dirais simplement un mot, c'est que ce sont des individus en position de vouloir commettre le parricide. Or, la culture africaine n'accepte pas le parricide. Si encore il faisait la campagne électorale pour dire « je suis prêt, je veux être président, etc. » mais de me menacer, dire « ah oui, mais ouais, quand on sera président, même s'il va à Paris, on va le réclamer. » Bon, attendez, c'est complètement ridicule. Alors, M. Gadio, c'est la même chose. Il venait de soutenir son doctorat de communication aux États-Unis. Un jour, j'ouvre la radio, j'entends, oui, M. Jordan Gadio, qui vient des États-Unis, il a un doctorat de communication, etc., etc. Je l'ai entendu parler, j'ai dit, mais ce garçon-là, moi, je le vois, parce que moi, dès que j'entends parler de quelqu'un qui est bien, sénégalais, je demande à ce qu'il me soit présenté, et j'essaie de voir ce que je peux en faire. C'est ainsi que je l'ai pris dans le gouvernement. Et finalement, j'en ai fait le ministre des Affaires étrangères, mais aussi parce qu'il a je l'ai introduit dans toutes les capitales, à tous les présidents, hein, Bouzoul, il a pensé que c'était l'heure de son étoile. Tant pis, il a le droit de le faire. C'est seulement pour vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que je me sépare des gens. Monsieur le Président, quand je vous écoute parler, faire le portrait de ces personnes, moi qui suis devant vous, j'ai l'âge d'être votre fils. Vous ne pensez pas, franchement, je me pose la question, mais est-ce que le président est naïf au point de penser que ceux qui le côtoient, le voient faire au jour le jour, ne sont pas en train de lorgner sa place? On peut lorgner une place, mais ça dépend de la position où se trouve. Il y a en Afrique une sorte de tragédie des premiers ministres. Je suis assez conscient pour savoir que je ne suis pas un homme éternel. Et qu'un jour, il faut bien que je passe le flambeau à un autre. Mais c'est pas pour ça que j'accepterai comme Bouzoul. Il y a beaucoup de premiers ministres qui, dès l'instant où ils ont le poste, ils se croient des élus choisis par le bon Dieu, et ils commencent à faire des difficultés. Vous avez une palette de gens qui sont opposés à vous. Est-ce qu'il y a des propositions qui ont été formulées par cette opposition? Nous sommes à 2 mois des élections. Il n'y a pas un document publié par un opposant disant voilà le programme que je vais appliquer quand je serai président. Alors vous croyez que c'est sérieux? Pourquoi vous avez dit que vous voulez faire un gouvernement d'union nationale? Non, mais le gouvernement d'union nationale, c'est tout simplement pour avoir la paix sociale, parce que j'estime qu'au point où j'en suis, je peux gouverner avec une certaine sérénité et surtout mettre ensemble différents éléments qui sont d'horizons politiques différents, c'est tout. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour cette émission qui vous appartient à cet instant. Vous regarderez tout droit cette caméra et vous adresserez d'abord le message de votre choix aux Sénégalais et ensuite le message de votre choix pour cette année 2012 aux Africains, en sachant que nous nous installerons au Sénégal de manière continue pour vivre ces élections présidentielles. Je voudrais dire à mes compatriotes sénégalais que la construction d'un pays n'est pas une chose aisée, surtout lorsque ce pays
dans ces institutions, veut respecter les libertés. Parce que par définition, les choix des hommes sont différents. Avancer dans la difficulté, c'est tout à fait naturel, c'est ce que je suis en train de faire. Nous ne sommes pas une dictature. Le vœu que j'exprime aujourd'hui, n'est-ce pas, à tous les Sénégalais, c'est que nous allons ensemble vers l'émergence, c'est que l'Afrique se développe ensemble dans la solidarité pour déboucher sur les États-Unis d'Afrique. Parce qu'aucun pays tout seul ne peut réussir. Il nous faut unir nos efforts, mais avoir le courage de faire ce pas décisif dans le politique pour avoir une seule politique pour l'ensemble des États africains, sans exclure évidemment les particularités. Cette ambition, Africain 24 en a fait son leitmotiv, dialoguer, échanger et vivre des moments de partage et d'interview comme celui-là. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Merci. C'était Face à nous avec le Président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Au revoir.